votre plan. Vous êtes à la moitié de votre plan. Il n'y a pas de problème. Il faut que nous acceptions de dire que tel domaine que nous ne connaissons pas, si un architecte doit aborder un sujet qu'il ne connaît pas, il faut qu'il aille, qu'il consulte des spécialistes pour s'assurer avant de prendre des décisions. Je pense que ça doit exister pour tous les nouveaux corps d'État qui interviennent dans le domaine de construction pour permettre de faire des réalisations sûres, habitables, confortables et durables, notamment pour la population. Et ça, je parle dans le cadre des logements sociaux. Mais bien sûr, l'action de l'architecte ne s'arrête pas sur ça. Et bien sûr, tous les types de construction, et ce sont les architectes qui doivent le faire s'il s'agit des questions de santé, des questions de bureaux, des usines, des divers types de bâtiments. Et je pense qu'il a, de par sa formation, il est qualifié pour conduire des travaux. Et l'ordre, c'est en fait pas celui qui conçoit seul, mais c'est un organisateur. L'architecte, c'est un organisateur. C'est un coordonnateur. Il coordonne tous les différents corps d'État. Et pour s'assurer que le résultat est convenable à la conception et à la réalisation du type d'ouvrage qui est souhaité. Sujet, l'architecture et sécurité urbaine, et ensuite on donnera la parole également à mon voisin de gauche pour conclure avant. On les termine avec le commissaire qui est à mon endroit. Merci. Je remercie. Je pense qu'il faut savoir situer ce qui concerne le constructeur. Nous sommes effectivement dans une situation d'insécurité qui relève du terrorisme, qui relève du banditisme, mais est-ce qu'il s'agit de cela dans la conception de l'architecte? Je dirais que là, c'est des aspects un peu exogènes. Si on peut saisir le contexte, on ne peut pas centrer sur ça. Cependant, la conception, la marque de la plume de l'architecte peut jouer sur la sécurité collective. Parce que le choix des couleurs dans un bâtiment joue sur le mental et le psychique des gens qui y habitent. Donc, vu sous cet angle, on peut effectivement poser le problème de la conception et de la sécurité dans les ouvrages. Maintenant, le sujet, si on le prend sous cet angle, on doit le situer donc sur deux aspects. D'abord, l'organisation de l'espace, qui est donc du rôle de l'urbanisme, de l'espace urbain de façon globale, qui est du rôle de l'urbanisme. Je dirais trois même. Et deuxièmement, donc, la conception des volumes et des couleurs qui relèvent de l'architecte, qui vient meubler l'espace organisé par l'urbanisme, et ensuite la stabilité, qui sont l'œuvre donc et des architectes et de nos amis ingénieurs. Alors, quand on répartit les tâches de cette façon, on se rend compte que l'organisation de l'espace est particulièrement importante pour la sécurité urbaine. Sur la rue de 16 mètres d'emprise, chaque voisin prend 4 mètres pour construire des boutiques. Ça fait 8 mètres. Et il reste 8 au milieu, et on se frotte au milieu avec ces 8 mètres, et on dit au Burkina Faso, on fait des petites rues. En réalité, non, c'est l'exploitation ou tout au moins le non-respect de la conception de base qui cause les risques sécuritaires, les quartiers inondés, ou bien, pour parler des cas industriels, il y a de l'amiante dans une zone industrielle que vous êtes allé installer les lots. Le niveau, en fait, disons, la qualité
des logements joue sur, comme l'a dit voilà, joue sur le bien-être des habitants et donc joue sur la gestion de leur journée par la suite, parce que si selon qu'ils ont bien dormi, qu'ils n'ont pas bien dormi, ça pose un problème. De documents de résidence qui, en tout cas, se retrouvent dans une situation où la pauvreté est endémique. Alors, de la sécurisation du logement, on revient à l'insécurité sociale parce qu'il y a une explosion due au fait qu'il y a un certain nombre de conditionnalités qui relèvent de la vie régulière des familles. Le fait qu'on n'ait pas un point d'eau à la bonne place, le fait qu'on ait un quartier où on n'a pas aménagé de rues adaptées à un transport, un trafic élevé, du coup, vous voyez aujourd'hui, je prends l'exemple des ralentisseurs dans la ville, ce qu'on appelle gendarme couché. C'est un phénomène d'insécurité routière, mais qui est lié à notre mode d'organisation de notre territoire. Aujourd'hui, parler d'architecture, d'urbanisme, il faut associer le gestionnaire urbain qui aussi travaille quotidiennement en termes de politique publique pour apporter des solutions au cadre de vie qui est évolutif. Il faut, aujourd'hui, nous n'avons pas un sociologue autour de la table, mais l'année dernière, on a eu un sociologue qui nous a un peu décrit un peu le contexte dans le thème que nous avions analysé la dernière fois. Aujourd'hui, nous sommes dans une ville, et comme j'aime le dire, j'emprunte le terme ville cruelle. On sent cette cruauté dans ce qui se dégage dans les citadins. Mais la plupart du temps, il y a eu un manque de coordination criard. Le fait qu'on n'a pas eu la bonne personne on n'a pas mis la bonne personne à la bonne place. Aujourd'hui, vous avez des ingénieurs en génie civil qui conçoivent des bâtiments, qui disent qu'ils sont à la place de l'architecte. L'inventer publiquement. Il faut que, véritablement, on puisse avoir des compétences avérées dans ce domaine. Je vous dis, la ville de Ouagadougou vient de recruter son premier architecte il y a de cela 2 mois. Premier architecte, 60 ans. On vient de recruter les 2 urbanistes. Quels sont nos besoins, aussi bien en termes de logement, sans exclure les questions d'insécurité, parce que nous allons vivre dans des situations d'insécurité. Le ministre Souma a parlé un peu de la question du terrorisme qui doit être géré au niveau stratégique, au niveau politique, mais aussi dans nos concessions. Et c'est là où le partenariat entre les forces de défense et de sécurité et les ordres professionnels et l'ensemble du citoyen et les volontaires personnes individuelles va jouer fondamentalement pour apporter de la tranquillité publique dans nos cités. Mais je ne vais pas rentrer dans un certain nombre d'éléments. La police de proximité, il est fondamental parce que parfois ce n'est pas compris. Les personnes pensent très souvent que la police de proximité, c'est une unité. Ou il y en a qui plus simplement pensent police de proximité, c'est le Bokoro, ou c'est le Dozo, c'est le Ruga, ou encore c'est un corps de métier. Non, c'est une approche sécuritaire. Une approche sécuritaire qui est définie depuis 2003. Ça veut dire que tout le monde a le droit, de participer à la sécurité, mais plus loin à l'obligation de contribuer à la sécurité du pays. Et c'est en cela que l'on quitte la police d'ordre, qui est concentrée sur les forces de sécurité essentiellement et les services techniques de la sécurité, vers une police de proximité que nous avons adoptée depuis 2003. Ce qui fait que une telle conférence, ou même tout ce qui est organisé par l'ordre des architectes sur la question de la sécurité, peut être qualifié chez nous comme une initiative de sécurité. Une initiative de sécurité parce qu'on est en train de penser en groupe avec des professionnels et des non-professionnels sur comment faire pour que les populations vivent le plus paisiblement possible dans la société. Et c'est le mandat principal des forces de sécurité. Il y a pas... Donc, dans la conception de la ville, il faut en tenir compte. Ce qui a un impact sur la paix sociale,
c'est inutile parce que si vous prenez nos plaintes, vous en avez à la police municipale une tonne parce que quelqu'un est établi et on n'a pas déterminé les zones par rapport à ça. L'ordre public et la salubrité publique, on en a parlé largement sur le désordre sur la voie publique. Regardez, lorsqu'on a voulu dégager la bretelle, la circulaire pour refaire la voie, mais la mairie a eu tous les problèmes. Remarquez le nombre d'accidents de la route que nous avons sur cette voie du fait de la mauvaise installation et de l'installation anarchique de certains commerces et tout. Donc, ça, c'est la sécurité collective. Les infrastructures publiques, les bâtiments recevant du public, les établissements recevant du public. Ici, je suis rentré, je vois qu'on a deux portes. Il y a une porte d'entrée principale, on a une porte d'évacuation, et ainsi de suite. Mais c'est fondamental quand on construit des logements. Sinon, on se retrouve. Et ça taille en fonction du nombre de personnes. J'imagine que tout ça, c'est calculé par les architectes. Mais de plus en plus, vous rentrez dans des bâtiments que des gens ont conçus. C'est maintenant que je découvre que des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, chacun est devenu dessinateur de bâtiments et on a des R+C qui n'ont pas prévu des systèmes d'évacuation. Vous êtes au 5e, vous n'avez aucun escalier retour. Alors qu'aujourd'hui, on a des intrusions dans les bâtiments. Les gens, on parle de terrorisme, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir en recul. Mais vous avez des commandos qui viennent de façon unique avec des armes dans un bâtiment pour arrêter. Ici, quelqu'un rentre, où est-ce qu'on sort? C'est une question qu'il faut vous poser quand on est assis. Donc l'architecte doit intégrer désormais ça parce que c'est les nouvelles formes de criminalité qui sont en train de se déployer sur nos villes. Il faut en tenir compte. Et la sécurité individuelle, je vous promets d'arrêter après ça, la sécurité individuelle, il faut travailler sur le sentiment d'insécurité. Il y a l'éclairage public, par exemple. Lorsque je suis dans un couloir à 24 heures, en train de rentrer, et qu'il n'y a pas d'éclairage, mais je n'ai pas ce sentiment de sécurité, surtout quand j'entends des pas derrière moi, que je n'ai pas la même réaction que celui qui rentre dans un couloir, et puis il y a de l'éclairage public. Je ne sais pas si je... Voilà. Et il y a de l'éclairage, et il circule. Tu vois ce qui vient, tu penses toujours à comment je vais m'échapper, parce que tu connais. Mais là, tu es dans un couloir, c'est tout noir, c'est obscur, et ça c'est fondamental, c'est sur la sécurité personnelle. Les violences domestiques sont des aspects à prendre en compte lorsqu'on est dans un cadre de vie sociale. Dans le couple, en famille, il faut que la construction, et ça peut faire vivre, mais il faut qu'il y ait toujours des échappatoires lorsque la violence atteint un niveau. Et on prévoit de plus en plus des constructions. Et je sais qu'aux États-Unis, on a annulé, ils ont supprimé les constructions avec des murs d'une hauteur de plus de 1 mètre. Nous, on va dire que les gens nous regardent, ça devient pire même parce qu'actuellement, nous construisons à 4 mètres et nous fermons et on a arrêté tout ce qui s'y passe. Que ce soit des intrusions, que ce soit le monsieur qui agresse son épouse, que ce soit la femme qui agresse son homme, personne ne peut venir au secours. Et ça, c'est des prévisions qui doivent se faire aussi bien au niveau politique, mais aussi chez les techniciens. Voilà, donc la question du logement est abordée. En conclusion, je sors tout ça et je garde un bâtiment pour conclure. Personne ne viendra, au-delà de l'État, faire la totalité de votre sécurité pour vous. On doit tous prendre conscience que ni les forces de sécurité, ni les services de renseignement, ni l'ensemble de ces services réunis ne peuvent faire la sécurité sans le concours de la population. Le monsieur, il s'est aperçu qu'il avait la sécurité, il a barricadé je ne sais pas combien de fois son bâtiment. Cela donne à penser à la personne qui veut s'attaquer à ce local, qu'il perdra beaucoup de temps et que certainement quelqu'un le verra pendant qu'il est en train de chercher la vérité. Et c'est ce qu'on doit faire dans nos logements, tout en gardant en tête que lorsque vous barricadez devant, il faut savoir qu'il faut trouver le moyen d'ouvrir la l'arrière. Sinon, si l'intrusion vient d'un côté, vous ne pouvez plus sortir.
c'est d'écouter. Donc vous avez une contrainte à gérer en tant que technicien du bâtiment. C'est de réfléchir à la fois à la sécurité de ce logement, mais à la sécurité de ceux qui seront à l'intérieur. Et c'est une contrainte parfois. C'est parfois des choses qui marchent difficilement ensemble. Quand vous mettez des fils barbelés autour de votre mur, ça c'est pour empêcher quelqu'un de rentrer. Mais si la personne est à l'intérieur, vous-même ça vous empêche de sortir. C'est tout le problème. Merci beaucoup. Merci à vous, mon commissaire. Quand le peuple s'assoit dans un coin, il s'assure que s'il y a un problème, il peut s'échapper. Donc, faire en sorte que ça soit là où il peut facilement s'échapper. Voilà. Donc, ça, c'est un coup dans leur culture. Et où il regarde à côté, quand ça chauffe, qu'est-ce qu'il peut prendre pour te taper dessus. Et juste, il faut qu'on fasse confiance aux spécialistes. Monsieur Kuala l'a dit, aujourd'hui tout le monde s'improvise spécialiste de ceci ou de cela, et à ce rythme, ça va être très compliqué pour nous de pouvoir s'en sortir, parce que on a des intentions inavouées, peut-être inavouables, et tout le monde ne peut pas être spécialiste de tout à la fois. Et donc, il préconise que l'apport de l'architecture puisse être essentiel dans la construction de nos villes, mais également même des logements, des infrastructures qui sont faites. Il ne jette pas forcément l'eau sur la politique de logements sociaux, mais il demande beaucoup plus un regard, beaucoup plus de qualité et beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de sûreté, notamment sur ces ouvrages qui sont faits. Effectivement, quand on va à Simcoe et qu'on regarde certains logements sociaux, ça laisse à désirer, et son propos a tout le sens et toute la vérité, la réalité quand on va sur le terrain pour le voir. Et pour l'urbanisme Biézouma Sanou, la conception de la ville doit également aller avec les questions sécuritaires si on prend en compte l'organisation de l'espace qui est fait par l'urbanisme, mais également la conception, le volume, la taille qui est associée au travail de l'architecte, et enfin les questions de stabilité qui sont des questions gérées par les ingénieurs mais aussi les architectes, et il conclura en disant que il faut arriver à pouvoir faire confiance aux schémas qui sont tracés dès le départ et à éviter le désordre qu'on pourrait avoir, parce que quand on trace une voie et que finalement après on vient à trouver autre chose qui encombre la voie, ce n'est pas la faute de l'urbanisme ou de l'architecte qui a conçu, mais c'est la faute du gestionnaire urbain. Et M. Kayedi s'est défendu, certainement en disant que il leur manque souvent des spécialistes, il leur manque un peu de moyens, mais ils font quand même un travail qui permet de pouvoir rassurer les gens dans la ville, et ils font un travail également qui permet de pouvoir aider les citoyens. Et donc il en appelle à la participation citoyenne, il en appelle également à la responsabilité de tout un chacun, et enfin le commissaire de police sur la question de la police de proximité, mais également sur la question de la sécurité collective et individuelle, a beaucoup insisté sur le fait que nous sommes tous concernés par notre sécurité et nous devons de pouvoir faire confiance aux spécialistes à qui nous avons confié un certain nombre de prérogatives. Voilà donc un peu résumé les 4 communications de ce matin. Vous êtes là soit pour contribuer, notamment en apportant des éclairages sur un certain nombre d'aspects, mais si vous n'êtes pas non plus d'accord avec ce qui est dit ici à la tribune, que vous puissiez réagir pour qu'on ait un débat interactif autour de cette thématique qui nous concerne. Le commissaire l'a dit, quand on construit en se disant que pour ma sécurité, je vais mettre des barbelés, je vais mettre ceci, les jours où ça choque, moi je ne pourrais pas m'en sortir. Donc ça peut être, voilà, mine de rien, c'est des questions qu'on jette comme ça, mais aujourd'hui, de plus en plus, ça nous touche, à nous tous, on est tous dans le Kabbalah. Donc je vais aller à gauche pour ceux qui souhaiteraient avoir des observations, des contributions ou même des questions, et ensuite
On va à droite également. Je voulais un peu revenir sur le principe de la proposition de la sécurité urbaine. Parce qu'à mon avis, pour en arriver là, il faut comprendre un peu le principe de la production de l'urbain et avoir la structure des acteurs qui interviennent et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut construire de nouveaux partenariats. Lorsque vous prenez une ville, vous avez les acteurs institutionnels, vous avez ceux qui sont du côté du financement, les bailleurs, vous avez les opérateurs, ça c'est là où nous intervenons, les urbanistes, les architectes, les ingénieurs, les échelons. Vous avez également les citoyens qui sont bénéficiaires. Je prends un exemple. Lorsque vous êtes sur une rue où c'est occupé de façon anarchique, l'acteur institutionnel met en place un projet et les gens ne veulent pas bouger. Et parce que voilà, c'est là où ils arrivent à avoir le gain. Pourtant, c'est sous insécurité, il y a des accidents liés à ça. On fait intervenir la police pour dégager. Qu'est-ce qu'il y a? Confrontation. Et on va se dire que dans l'immédiat, ce qu'on voit, c'est l'insécurité liée donc à l'occupation et tout. Mais on ne remonte pas à l'échelle macro. Parce que lorsqu'on remonte à l'échelle macro, on va peut-être se rendre compte que dans les conditionnalités du bailleur, les bailleurs comme la Banque mondiale, lorsque vous dégagissez les gens, vous devez les reloger dans les mêmes conditions. Voilà. Donc, alors que l'occupation de l'espace public est interdite. Donc, le bailleur, de façon indirecte, qui n'est pas local, conduit de façon à une situation que les acteurs qui sont là doivent gérer. Donc, il faudrait qu'il y ait des pierres comme ça, et à mon avis, il faudrait mettre en place une police commune qui puisse intégrer l'ensemble des dispositions au niveau de tous les acteurs pour qu'on ait une action coordonnée, sinon on interviendra toujours à l'échelle micro, alors que les solutions sont toujours à l'échelle macro. Ensuite, je viendrai sur les questions de foncier et de logement. La représentation qu'on a par rapport à l'insécurité urbaine, à mon avis, elle varie beaucoup en fonction de la zone dans laquelle vous êtes, à l'intérieur de la ville. Si vous êtes dans une zone lotie, lorsqu'on parle d'insécurité urbaine, vous dites, voilà, comment est-ce que je sors de chez moi, je roule sans avoir d'accident, sans qu'on me vole. Par contre, quand vous êtes au niveau donc, des zones non loties, où un tiers de la population de Ouagadougou y vit, facilement, ils vont vous dire que leur insécurité, c'est lié à la tenue foncière. Alors, quelles sont, nous, à notre niveau, nos capacités d'intervention dans ce cas? Jusqu'à présent, les situations sont là, il y a pas mal de solutions qui sont proposées, mais on est toujours dans un statu quo. Comment est-ce qu'on arrive à résoudre ça? Donc, il y a ça. Je descendrai également au niveau donc, de la privatisation de la production urbaine actuellement, au niveau de la ville de Ouagadougou, qui, à mon avis, conduira à une situation d'insécurité urbaine encore plus notoire. Privatisation de la ville, pourquoi? Parce que l'aménagement de la ville, en était l'apanage des acteurs institutionnels, plus précisément des acteurs des communautés. On a suspendu le lotissement dans les deux principales villes. Et maintenant, c'est le privé qui a donc le monopole de la production de l'urbain. Lorsque nous, au niveau de la mairie, nous avons reçu donc, les rapports de l'occupation des sols, élaborés donc, par le cabinet d'études urbaines et de conception, on s'est rendu compte que, vous savez, à Ouagadougou, on est environ à 52 000 hectares dans les limites de la commune de Ouagadougou. La grande lotie, vous êtes environ à 42 000. On s'est rendu compte que dans le Grand Ouaga, ces promoteurs disposent de plus de 42 000 hectares. Vous savez, on construit la ville de Ouagadougou depuis les années 1890. Et pour ne pas dire avant. Imaginez-vous, on a besoin de combien d'années pour construire? Comment est-ce qu'on arrive à concilier les aménagements un peu satellitaires comme ça pour les intégrer dans la vision d'ensemble de la commune? Comment est-ce qu'on arrive à avoir les aménagements dans l'ensemble des équipements nécessaires à la satisfaction des besoins des populations? Donc nous sommes dans un processus de privatisation et de la production de la ville, et dans ce cas de figure, les questions de sécurité urbaine risquent un peu de nous échapper. Il y a également la question de l'amélioration des conditions socio-économiques des ménages. Parce que c'est également un pan énorme des questions de sécurité urbaine. Et à mon avis, il faudrait aussi que nous ayons, créons des aménagements avec des dispositions qui permettent un peu l'amélioration des conditions socio-économiques plutôt que l'accentuation des conditions de précarisation économique des ménages qui y sont. Voilà. Donc c'était essentiellement les points de mon intervention. Merci à vous. Monsieur qui lui envoie un message, qui cherchait à savoir vers qui s'orienter pour régler son problème de voisinage. Je partage également la même préoccupation. Et M. Baïga a fait savoir que le maire, sur le long terme, a
au bout de son mandat, souhaite atteindre les 1000 policiers à ce qu'il y avait actuellement. J'imagine qu'il y a d'autres dispositions qui sont prises pour gérer cette question de problème en griffe de voisinage. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui est fait jusque-là brièvement, qu'est-ce qui est en train d'être fait, où nous en sommes, parce que je considère que c'est un véritable problème pour la ville de Ouaga. Donc, j'aimerais savoir à peu près où on en est, qu'est-ce qui a été déjà fait. Merci. Je suis architecte, je reviens de la République du Congo et je représente le cabinet, le bureau d'études EDO et SCP Congo de Brazzaville. Je remercie les panélistes pour leur présentation très bénéfique. Et ils ont dégagé la responsabilité des acteurs publics, des architectes et des urbanistes en ce qui concerne la construction des villes sûres en Afrique. Et moi, je voulais aussi ajouter en interpellant la population en ce qui concerne l'occupation anarchique afin de pallier à ce problème d'insécurité. Parce que nous, par exemple, à Brazzaville, la population a tendance d'acheter des terrains dans les périphéries, dans les milieux qui ne sont pas viables. Et conséquence, lorsqu'il pleut, parce que chez nous il pleut souvent beaucoup, lorsqu'il pleut il y a des érosions, il y a des inondations, et puis il y a des pertes matérielles et humaines. Et tout ça cause l'insécurité. Donc, à mon avis, à part la responsabilité dégagée des acteurs publics, on devait aussi interpeller la population dans ce sens-là. À Pointe-Noire, il y a un quartier en plein cœur de la ville qu'on appelle Camp 4, qui a été occupé anarchiquement, où il n'y a presque pas de ruelles, bien pour ne pas dire les ruelles débouchent dans la parcelle des gens. Donc souvent, ce quartier-là est le grand foyer d'insécurité à Pointe-Noire. Lorsqu'il y a des criminels partent souvent se cacher là-bas. Et les policiers ne peuvent pas rentrer avec leurs moyens parce que les voies sont étroites. Tout ça, c'est à cause de l'occupation anarchique des populations. Donc, à mon humble avis, on devrait aussi interpeller la population dans ce sens-là. Je vous remercie. Je voudrais commencer déjà par dire merci vraiment à l'ensemble des panélistes pour la qualité des interventions. J'allais dire que mon intervention est devenue sans danger parce que le premier intervenant en fait, l'a abordé la question de privatisation en fait, de la production urbaine. On a fait une RAF en fait, qui disposait que l'État était seul propriétaire en fait, des terres. À un certain moment, on a jugé bon modifier cette RAF-là avec la loi 14 qui donne la propriété à trois à la fois, c'est-à-dire le propriétaire terrien, la mairie et l'État. En même temps, avec la suspension des mesures des opérations de lotissement, la population qui attendait véritablement que l'administration publique en fait, leur octroie en fait, un site pour se loger correctement, se retrouve pendant des années à faire sans y accéder. Finalement, ils se sont trouvés à vendre ou à brader leur terrain en fait, aux premiers offrants, c'est-à-dire les promoteurs immobiliers. Ce n'est pas pour faire le procès des promoteurs immobiliers, mais nous voyons en fait comment ça se passe. Souvent, on a vraiment des opérations qui flottent un peu dans l'air, sans aucune articulation avec quelques structures urbaines, sans la présence d'un équipement de sécurité. Au contraire, on cherche même en fait à réduire autant que faire se peut les équipements pour n'avoir que du parcellaire pour habitation, parce que c'est ce qu'ils peuvent vendre le plus facilement possible. Du coup, il y a un véritable risque en fait qui se profile à l'horizon pour la ville de Ouagadougou. Pas seulement Ouagadougou, on parcourt l'ensemble du pays, on voit dans n'importe quel chef-lieu de région ou de province des zones qui sont de cette façon occupées. Et je ne sais pas, on a adopté cette loi, mais jusqu'à présent, je dis, est-ce qu'il ne faudrait pas véritablement revenir là-dessus et donner un peu la force à l'État? On demande à l'État de faire un schéma directeur d'aménagement d'urbanisme où on planifie correctement la ville. On dit oui, effectivement, tel équipement doit être là, telle activité doit se mener là, mais malheureusement, au moment de la mise en œuvre, on se trouve face au propriétaire terrien qui dit non, lui, ce n'est pas ce qu'il a prévu. L'État n'a aucun pouvoir en réalité sur ces terres, on est confronté. Je pense que M. Bayeri doit en savoir quelque chose.
la ville de Ouagadougou, je ne sais pas, on a la grande ceinture qui est en train d'être faite, mais tous les terrains autour, logiquement, ça devait être vraiment dégagé de toute activité, mais tout est en train d'être spolié en fait, par les promoteurs immobiliers, par les citoyens, et c'est des poches d'insécurité que nous sommes en train de laisser s'installer. Que faire? C'est une interpellation. Bien, merci à vous, M. Kaboré. Rassurez-vous, ce matin, la première mouture du texte est déjà en cours. Ça, c'est juste l'information des journalistes que je vous donne. On va le faire, parce que si on ne le fait pas, ça va créer des problèmes non seulement à l'État, mais ça va créer des problèmes aux promoteurs immobiliers qui croient se faire de l'argent sur le dos des autres. Puisque quand vous prenez le PNCL, ils ne sont pas arrivés à réaliser plus de 5 000 logements sur 40 000 qui ont produit en 5 ans, parce que simplement l'État ne dispose pas d'espace pour le faire. Et comme M. Bailly l'a dit, quand vous allez vers le Grand Ouaga, les gens vendent des terrains autour de Tours maintenant. Et on a fait même une publicité. Quand vous prenez la voie de contournement, on a fait une publicité, oui, nos terrains sont situés en bordure de voie de contournement, ça veut dire que ça prend de la valeur. Il faut qu'on ouvre l'œil que le bon. Je ne m'érige pas en panéliste, c'est juste une précision. Donc, il y a des questions qui s'adressent, qui sont d'ensemble, qui sont générales, mais aussi il y a des questions qui sont des interpellations directes, notamment à M. Bailly par exemple. Donc, en ce qui vous concerne, par rapport à la question de la privatisation de la ville, reste auprès de la caméra. Et puis attrape ça, il y a les brochures. Quelle réponse avez-vous pour M. Sawadou? Voilà, attrape ça. Merci. Le micro est là. Merci, M. Kindo. Je crois que les questions sont d'une criticité très haute. Voilà, parce que la question de la privatisation de la ville, la privatisation de l'aménagement de la ville est une question cruciale, qui a été décidée à un moment de l'histoire de notre pays. Et qui aujourd'hui, on n'a toujours pas, malgré que tout le monde ressasse les mêmes préoccupations, au plus haut niveau de l'État, on n'a pas de disposition qui arrête le process. C'est ça qui est dommage. Les maires ont interpellé, les autorités en parlent, mais il y a jusqu'à ce jour-là, il n'y a aucune disposition réglementaire qui est prise pour dire « oh là, on arrête ». Nous sommes dans une dimension où on ne peut même plus mesurer l'impact. L'Assemblée nationale a engagé une enquête parlementaire sur cette question. On n'a pas encore les résultats dans les moindres détails. Quand je suis venu aujourd'hui, et j'ai fait un tour au niveau de l'expo, je me suis rendu compte qu'on vend des parcelles à Doncin. Et Doncin, j'étais peiné parce que Doncin c'est mon village. Mon village a été déguerpi parce qu'on veut installer la piste de l'aéroport. Aujourd'hui, on vend des parcelles là. Qu'est-ce qu'on va dire à ceux-là qu'on a mis ailleurs? On les a dit pour cause d'utilité publique. Oui. Mais, in fine, ce n'est pas pour cause d'utilité publique. On a fait passer la pilule d'une autre façon. Aujourd'hui, toutes les politiques ont dit on fait l'aéroport parce que l'aéroport de Ouaga est un cœur de ville. Et on admet, avant même que l'aéroport ne déménage, que l'on ait des opérations d'aménagement, de lotissement, de vente de parcelles à proximité du nouvel aéroport. Est-ce que c'est censé ce que nous sommes en train de faire? C'est toute une grosse question. Aujourd'hui, Ouaga n'appartient plus à aucun gouverneur de Ouaga. Je suis désolé de le dire, mais aucun gouverneur de Ouaga, du Burkina, n'a une maîtrise sur Ouaga. Ni le maire, je le dis, ni les autres acteurs. Parce que toutes les politiques qui se développent là sont aux antipodes des directives au niveau national et qui créent des problématiques de cohésion sociale. Aujourd'hui, le contournement a été fait pour résoudre le problème de la mobilité
des transports de gros porteurs sur la ville de Ouagadougou. Mais de plus en plus, ce contournement qui est en cours va nous apporter beaucoup plus de problèmes. Sur 52 000 hectares, on n'arrive toujours pas à gérer. Nous allons aller sur 3 000 km² environ. Vous voyez la problématique. Et les outils ne sont pas en place. Le chemin directeur d'aménagement du Grand Ouaga, on a discuté là-dessus pendant plus de 10 ans. On a pu le passer en conseil des ministres. Mais c'est quel chemin directeur qui est passé en conseil des ministres? Même les maires ne savent pas dans le moindre détail ce qui est passé. Et vous voulez que le maire, qui est censé donner l'autorisation, puisse prendre les décisions opportunes. C'est difficile. Les difficultés, aujourd'hui la presse en fait, c'est le choucroute de la presse. Les problématiques qu'il y a entre les promoteurs immobiliers et les maires dans la région du Grand Ouaga, Saba, comme Siliga, partout il y a des problématiques. Donc il y a une pression, il y a un lobby, et aujourd'hui le problème c'est que on parle de plusieurs centaines de milliards qui est en jeu. Comment l'État va arriver à tordre les directives pour dire aujourd'hui on repart sur l'ancienne directive, tout en sachant que ces gens aujourd'hui ont fait des aménagements, ont vendu des terrains à des particuliers, qui les ont payés à travers des prêts bancaires. Comment l'État va arriver? C'est une question qui se pose à moi, mais honnêtement, elle a plusieurs entrées, je ne sais même pas comment en saisir. Donc, il faudrait véritablement que on arrive, aujourd'hui, on voit qu'on a ajouté la ville au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Peut-être que ça va changer quelque chose, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une politique de la ville qui va essayer véritablement de prendre la ville sur le plan systémique et ne plus permettre à ce qu'un kidam se lève, que tu sois maire. Pourquoi je le dis? Parce que les maires aussi, il ne faut pas les dédouaner. En 2008, 2009, 2010, à Ouagadougou, il y avait plus de parcelles que de chefs de ménage. Il y avait plus de parcelles produites que de chefs de ménage. C'est une indication qui dit qu'on n'aime pas de la production pour résoudre un problème social. Nous sommes dans la spéculation. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, quand on fait les l'IRST avait sorti les chiffres, nous sommes à 2 500 000 habitants. À peine 300 000, si tout est 3 millions. Mais 3 millions, ça fait combien de ménages? Il faut plus de 500 000 ménages. Mais Ouagadougou aujourd'hui est à près de 400 000 parcelles. C'était avant tout ce mouvement avec les promoteurs immobiliers. On est passé de 42 promoteurs immobiliers à plus d'environ 300 promoteurs immobiliers en moins de 5 ans. Ces arguments qui sont donnés, tous les villages de la zone et des grandes villes de la sous-région, et dire on arrête et que l'on trouve des solutions pour contenter et avoir un chemin qui soit consacré par une loi. Pas même un décret, une loi qui dit Ouagadougou doit évoluer dans tel sens, tel sens, tel sens, tel sens. Il y a M. Bado qui m'a posé une question, je vais profiter de répondre, M. Rido. Vers qui s'orienter? Vers qui s'orienter. Il y a un véritable bloc de communication. Je parlais tantôt de la formation de nos agents qui doivent réprimer. Aujourd'hui, le règlement d'urbanisme, le code de l'urbanisme de la construction est méconnu de certains acteurs sur qui on veut qu'ils agissent sur ce plan, sur le cours de construire. Aujourd'hui, l'autorisation de construire. Quelqu'un qui construit sans suivre le règlement. Il a une autorisation, oui, il construit, il ne suit pas le règlement. Un policier qui circule peut voir, mais comme il n'a aucune il ne sait même pas comment ça va se passer. Il n'est pas informé, il ne peut pas agir. L'information est un atout de pouvoir. Quand on n'a pas l'information, on part toujours à côté. Donc, il faudrait que les policiers et autres soient formés sur les plans d'occupation des sols, les règlements d'urbanisme, qu'ils puissent véritablement s'en approprier. Parce que vous jouez dans les quartiers, les populations se défendent. Les espaces verts, les centres de santé, les réserves foncières, il y a beaucoup d'interpellations. Souvent, on dit, monsieur le maire, il y a tel espace dans notre quartier, il y a quelqu'un qui vient, qui est en train de diriger le mur. Vous partez, vous regardez, vous cherchez, vous voyez que le gars a ses papiers. Il y a d'autres aussi qui font du forcing, et on vient démolir.
Mais ce n'est pas le maire qui a vu, ce n'est pas le policier qui a vu, mais c'est le citadin, le citoyen qui est à proximité, qui loge là, qui connaît, qui peut dire parce qu'il vit dans son quotidien. Nous avons développé un projet que nous avons appelé le projet d'appel système d'information urbaine, qui va travailler sur le nouvel adressage de la ville parce qu'on ne l'a pas encore fait, et qui va aujourd'hui mettre à disposition une cartographie à l'échelle du secteur, qui va permettre aux gens même de maîtriser un temps soit peu ce qu'il y a dans leur environnement. Parce que très souvent, les gens ne savent pas que l'espace qui est à côté, même c'est un espace vert. Il a sa parcelle, c'est tout, c'est ce qu'il sait. Le gars il vient, il fait un tamal, il fait un maquis, après il se plaît. Par contre, si tous ces aspects-là, avant qu'on arrive aux policiers, il y a beaucoup de choses qui relèvent de notre vivre ensemble. Et ce vivre ensemble-là, il se nourrit d'outils, il se nourrit de savoir. Et il faut que les populations qui vivent dans un environnement puissent avoir ces informations. Il faut que la mairie puisse travailler à former les policiers aussi sur ces questions d'urbanisme et accompagner les communautés à s'instruire sur ces questions. Donc je voudrais dire à M. Bado, en fait c'est une question de fond. Aujourd'hui il y a une ligne verte qui est à la police municipale qui répond, mais la police est débordée. Si on est passé de 400 à 500 policiers, à 1000 policiers, c'est pour répondre un temps soit peu, un peu à cette problématique qui, on nous interpelle, on ne peut même pas réagir. Donc, on a vu aussi, vous avez créé la police de proximité qui n'est pas forcément la police municipale, mais il y a d'autres corps, notamment la gendarmerie, la police nationale dedans, où on a vu, ils peuvent intervenir à tout moment pour... Exactement. En fait, il faut se dire que c'est en train d'évoluer. La façon d'appréhender le problème urbain est en train d'évoluer. Comme le commissaire l'a dit, il y a des problématiques qui n'étaient pas là il y a 10-15 ans. Mais aujourd'hui, on est contraint de les prendre en compte. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police. Et j'apprécie tellement, et je voudrais que vous partagiez votre communication parce que ça nous instruit beaucoup. Et surtout le rôle de la coordination communale de sécurité. Elle est importante. Parce qu'aujourd'hui, le maire, quel qu'il soit, ne peut pas diriger des zones où on vend de la drogue, des zones où on fait de la prostitution. Il découvre avec tout le monde. Pourtant, il y a des éléments que l'agent de police, en tant que détecteur, peut imaginer. Voilà. Aujourd'hui, les écoles, on dit que les écoles de Ouagam, la majeure partie des écoles de Ouagam sont des fumoirs, des structures humanitaires. Il y a de la drogue qui circule. Mais c'est un problème d'insécurité que nous allons connaître que nous connaissons déjà. Et beaucoup de familles vivent cela. Voilà. Il faut que nous puissions, nous avions demandé à un psychologue de venir instruire le conseil municipal sur la problématique sociale de l'éducation, la criminalité et l'éducation des jeunes dans les écoles, là, conseil municipal. Mais tout le monde a compris que le problème, avant de se déborder dans la cité, est d'abord un problème familial. Il se déborde dans la cité. Donc il y a tout un... Les choses se tiennent. Mais il faut avant tout communiquer. Comme je le dis, l'information est notre pouvoir. Quand on communique, beaucoup de personnes commencent à comprendre et commencent à mitiger en eux les éléments qui vont créer des problèmes à la fin. Monsieur Kidou. Oui. Allez-y, mon corrige. Parce que j'allais vous interpeller. Ah, d'accord, ok. Non, il y a deux volets. Déjà, la notion de gardien de la paix, les forces de sécurité, je veux revenir rapidement là-dessus. Alors, il faut savoir que dans une communauté, lorsqu'on tombe dans la Côte-d'Ivoire, il est prévu des zones, des espaces verts, il est prévu, en fait, même dans la réglementation, les questions de salubrité publique, le serment des zones d'occupation, de l'espace public. Mais le policier, le gendarme, le policier municipal, le policier national, il ne s'auto-saisit que sur certains aspects. Pour la simple raison qu'il est gardien de la paix. Gardien de la paix, pourquoi? C'est-à-dire que si vous vous accommodez dans tout votre cimetière, vous vous accommodez du voisin qui jette ses ordures sur la voie, qui jette ses ordures devant la porte, qui traîne, et vous vivez dedans. Vous ne vous en plaignez pas, personne ne s'en plaint. Il n'y a que lorsque on atteint un seuil, je ne sais pas, de destruction des biens publics ou de destruction de la voie publique, ça veut dire que l'eau commence
creuser sur la voie, que le policier pourra s'autosaisir si vous ne vous plaignez pas. Est-ce que je me fais comprendre un peu dans l'explication? C'est qu'il y a une responsabilité qui est reversée, et quelqu'un l'a dit, à la population de façon entière, dans la question du vivre ensemble et de la paix publique. Parce que si l'on est dans un endroit où la mairie a réservé un espace vert pour que les gens puissent y vivre et des individus viennent l'occuper, et ceux pour qui ça a été conçu et prévu ne s'en plaît pas, vous verrez, la mairie mettra du temps à réagir, sinon la mairie ne réagit pratiquement pas, pour la simple raison que ça ne dérange pas la paix. Ce n'est pas de la... Il faut comprendre la réaction des policiers, parce que nous gardons la paix. Tant que vous êtes en paix dans vos comportements qui sont en marge de la loi, nous préférons ça que d'aller nous mettre en train de faire du maintien d'ordre où on mobilise l'ensemble des policiers pour venir déguerpir un endroit où peut-être même que les populations s'opposeront à ça parce que ça leur fait. Donc on donne un parcelle de pouvoir à la communauté qui vit dans un espace. Mais mon commissaire, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut que la loi évolue ou bien comment? Parce que non, les citoyens sont... Parce que le métier du policier est tel que il y a tellement à faire que si la loi impose à chaque fois qu'il y a une atteinte, enfin pas une atteinte parce que là je parle un peu du désordre. On est dans le désordre qui parfois n'est pas réglementé en tant qu'infraction. C'est comme on le dit, l'incivisme. On parle de l'incivisme, ce n'est pas forcément une infraction précise qui est indexée même dans la loi. Vous voyez? Donc ça peut être poursuivi. Il faut qu'il y ait une plainte. Il faut que quelqu'un dise je ne suis pas confortable avec ça, pour déclencher la réaction des forces de sécurité parce que vous venez de troubler la paix publique. Vous venez de troubler la tranquillité. Donc vous encouragez la délation. C'est ce que je voulais. C'est là où je voulais venir. Il y a cela, mais il y a mieux. Il y a les organisations communautaires que la loi donne, où la loi ouvre cette brèche pour nous permettre dans chaque quartier, dans chaque site, de créer des structures solides, des cellules de veille. Et ce n'est pas interdit. Sur certains aspects, on n'en fait pas assez. Je pense que cela aussi peut venir de l'institutionnel et c'est ce travail que nous abattons aujourd'hui avec les coordinations communales de sécurité que nous installons au fur et à mesure. Nous essayons d'amener les populations parce que le terrorisme est venu nous montrer qu'on a un véritable... Comment se fait-il que des groupes terroristes traversent un village, 2 villages, 3 villages, 4 villages pour aller poser une bombe sur une route et personne n'en parle. C'est-à-dire que personne n'a vu. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème véritable dans la réaction citoyenne des populations qui peut être due à plusieurs raisons. Ça peut être une faute institutionnelle, mais il faut travailler à améliorer cela. Il ne faut pas laisser quelqu'un qui vient sur le bitume. Et je me souviens très bien, en 2011, là j'étais au commissariat central comme le chef de la brigade de recherche. Un monsieur, au niveau de... il y a une pharmacie sur la circulaire. Il y a une pharmacie sur Charles de Gaulle, un peu en montant vers la pédiatrie Charles de Gaulle. Le monsieur, il était venu, un matin, je partais au service et j'ai vu qu'il avait exposé. C'était la toute première fois que je remarquais que quelqu'un venait exposer des chaussures sur la voie publique, au fait du colon. Et là, j'ai fait la notation et j'ai signé. C'est signé, j'ai même envoyé le courrier, disons, à la commune. Pour dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'occuper la voie publique. Mais aujourd'hui, c'est un marché. Chaque fois que je passe, ça me revient et j'ai toujours le courrier. C'est un marché de chaussures. Mais de monsieur. Avant alors à Niboué, c'est comme ça on fait pour résoudre les problèmes au Ouaga. On dit donc qu'ils cherchent à manger. Oui. Et donc on a décidé. Le problème grossit. Moi je suis policier, je suis dans mon rôle de scientifique. Mais je ne peux pas m'auto-saisir systématiquement. Il faut que l'autorité qui est en charge de la police réagisse. Et c'est le maire est une autorité de police dans l'ordre public.
Et je vais dire à M. Bédier, le maire a du pouvoir sur la police nationale, le commissariat central de police de la ville de Ouagadougou. C'est pour le maire. Ce n'est pas le commissariat central, non. Le commissariat central de police de la ville de Ouagadougou, en fait, c'est pour la ville. Et c'est pour le maire. Donc il faut que le maire l'intègre entièrement dans son programme, avec sa police de proximité qui est la police municipale, qui est l'élément de base de la police de proximité. Donc c'est important de savoir que la police nationale fait partie. Et je termine sur la police secours, l'unité qui se promène avec la gendarmerie. Donc c'est des unités de police secours que nous avons instituées justement parce que la gestion des problèmes du vie du quotidien des populations, c'est moins des infractions que l'on retrouve parfois même dans la loi. Donc on a plus de problèmes de voisinage, des trucs qui ne s'entendent pas. C'est ça qui va finalement créer l'infraction. Parce qu'ils vont finir par se lancer. Donc l'idée, c'est de déporter des conseillers, parce que comme ils sont des forces de sécurité en tenue, sont parfois un peu mieux écoutés, mieux respectés. Et je ne vous dis pas le problème qu'ils règlent. Juste à causer avec un voisin, vous verrez que le problème réside. Donc on les a dit, vous rentrez dans les quartiers, vous écoutez, il y a des gens qui ont des trucs qui réchignent, ils vont attendre le bout du tunnel pour agir négativement. Donc on anticipe. Et ça, c'est même le premier mandat des forces de sécurité, c'est la prévention, ce n'est pas la raison. C'est lorsqu'on échoue la prévention que vous voyez tout ce qu'on fait. Et tout ce qu'on fait veut dire qu'on a échoué d'abord. Lorsque vous poursuivez des terroristes pour les interpeller, parce que des gens ont traversé des villes pour venir attaquer, on a déjà des victimes, on a tout et tout. Là, on est en train de faire du rattrapage. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que si un terroriste débouche dans un village, si vous ne s'y allez pas aux forces de sécurité, mais je vais être un peu plus violent, mais que vous le mangez. En réalité, j'utilise le terme parce que lors de certaines formations, j'ai dit aux gens, vous ne pouvez pas laisser 4 personnes sur 2 motos, rentrer dans un village, détruire le marché, tuer des gens, vos femmes, vos enfants, et puis vous attendez que la police sorte de Fada pour venir. Ah, combien de criminels? Avec une population de 500, 600, peut-être même 1000 personnes dans un marché. Il ne faut pas les laisser partir. C'est là où on parle de volontaires. Il n'y a que des personnes engagées et aucun pays n'a déjà gagné une guerre avec son armée. C'est la population qui s'impose, qui refuse. Il n'y a que ça qui va amener de la sécurité. Quand quelqu'un refuse de respecter le fait tricolore et le policier qui ont fait tricolore, il ne faut pas le suivre. Il y en a qui l'applaudissent parce qu'il a réussi à affronter les policiers. Donc il y a un problème. Merci. Merci à vous et à M. Fada qui a demandé la parole. Dire que le Burkina est quelque part le spécialiste des textes. Mais le Burkina aussi est le spécialiste de celui qui ne respecte pas les textes. Parce que si vous remarquez tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, il y a de la réglementation en la matière qui ne sont jamais respectées. Je pense qu'à un moment donné, j'avais, lors des rencontres secteur privé, public, demandé aussi bien aux communes, aux différents ministères, de s'associer l'expertise de l'architecte et des différents spécialistes qui sont de plus en plus nombreux, conformes dans nos pays, mais malheureusement qui sont au chômage. C'est ça le problème. Parce qu'on se plaint qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu. Non, il y a des spécialistes qui chôment. Nous avons beaucoup de jeunes architectes aujourd'hui qui font partie du PDP, du Parti démocratique des piétons. Tout simplement parce que leur intelligence, on ne les réveille pas, ils dorment. Je pense qu'il faut songer par là. C'est anormal, par exemple, qu'une ville comme Ouagadougou ne puisse pas, sur 12 ou 15 arrondissements, ne pas avoir au moins un architecte conseil par arrondissement. C'est anormal. Et j'ai dit aussi, c'est pareil pour les autres secteurs. Et je vous donne un exemple des installations anarchiques dans les rues. J'en ai vécu, c'est la commune qui a provoqué ça. Vous voyez par exemple, côté du bataille du rail, là, vers le lycée du Pespaco, derrière le lycée Zenda. C'est Mariam Babir.
c'est la mairie qui a créé la construction, parce que le but, effectivement, la voie était très large, qui a provoqué la construction des premières boutiques, pas des BTC, dans les années 97-98. C'est également la mairie qui a réduit l'espace en face de la Sonabelle, qui est devenu jardin, pour pouvoir installer un équipement. Donc, si vous remarquez, les gens en ont fait des boutiques, parce qu'à l'époque, la mairie voulait les louer. On a loué, ça n'a pas suffi. Tous ceux qui ont payé les boutiques là, ils se sont mis à côté, ils ont mis un hangar, et puis des tôles, et ils vendent. L'idée est venue, tout le monde demande les voies, pour que si on présente directement la population, ça s'achète. C'est comme ça. Donc, peut-être c'est par méconnaissance. Donc il ne faut pas qu'on dise aujourd'hui que nous n'avons pas les solutions. Pas seulement la répression, il faut utiliser tout. On fait la prévention, on fait la sensibilisation, on fait des quand ça ne va pas, c'est en ce moment qu'on réclame. Or, nous n'avons exploré aucune mesure, en tout cas moi pour ce que je connais. Si aujourd'hui, avec les techniciens que l'État a mis les moyens pour former, si on les utilise convenablement, on aura réduit au moins de 40 à 60% des différents problèmes de la ville. Et je prends un autre exemple. Et mon ami du Congo venait de parler des occupations des sites où ça crée des blocages. J'ai vu la même chose à Douala. Si vous prenez la ville de Douala, les différentes sorties de la ville sont seulement des artères circulaires. De gauche à droite, vous prenez une voie, vous ne pouvez tourner ni à droite ni à gauche. Conséquence, vous avez des embouteillages de souvent plus de 2, 3, 4 heures de temps. C'est pas normal. Là aussi, c'est parce qu'on n'est pas sûr. Parce qu'ici au Burkina, on a un peu plus de chance parce qu'on a utilisé les urbanistes pour créer les lotissements. Même si aujourd'hui, par exemple, moi je vais à Douala, on appelle ça des quartiers résidentiels. Ce que nous avons comme quartier loti ici, là, avec les voies et autres là. D'ailleurs, ça s'appelle des quartiers résidentiels. Ça veut dire que ce sont nos non-lotis là, qui sont les villes là-bas. Et les gens nous envient. Et on est en train de tomber dans les dérives. Si vous regardez aujourd'hui dont on vient de parler, il faut savoir qu'il y a des gens dans la ville. Moi, on est venu me voir pour ça. J'ai dit c'est pas normal. Des gens qui partent payer des hectares et puis ils se donnent les moyens eux-mêmes de parceller. Et ils vendent. Mais c'est avec quelle réglementation qu'ils parcellent le CC? Ça existe. Et c'est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui parce que les gens cherchent de l'argent. Il faut y réfléchir. Au moins ça, il faut des interdits déjà. Je pense que ce sont ces questions-là qui doivent nous amener beaucoup à réfléchir, à utiliser les techniciens que nous avons. Et on en a beaucoup. Aujourd'hui, de plus en plus, d'accord. Merci. Merci pour ce plaidoyer de processus. Au moins, que chaque arrondissement de Ouagadougou puisse avoir un architecte et des spécialistes et ça pourrait avoir des avis avisés sur la gestion urbaine plutôt. Yézouma Sanou. Oui, alors, je voudrais simplement dire à M. Baïré que, qu'on le veut ou non, la responsabilité du maire et donc de son conseil est engagée dans l'ensemble du désordre qui s'installe sur le territoire urbain. Pourquoi je le dis? Parce que dans le conseil municipal, il y a des conseillers dans chaque village, dans chaque quartier, secteur, il y a des conseillers. Et le conseil se réunit régulièrement. Donc quel est le rôle de ces conseillers si ce n'est pas au moins rapporter à la mairie, au maire, les anomalies de fonctionnement qu'il y a sur leur territoire où ils ont été élus. Donc il y a une responsabilité du gouvernement, de la collectivité forcée. Lorsque on va dans un village du Grand Ouaga, on va
pris une discussion aujourd'hui, dans l'instant, où, c'est ce que Kwada vient de dire, des promoteurs immobiliers de quel qualificateur, disons des commerçants de terre, achètent la terre, lotissent et vendent sans l'intervention ni d'un géomètre, ni d'un urbaniste, ni personne. Ok? Donc si ça se fait, c'est quelle ville, c'est quel aménagement? Mais on ne peut pas dire que les conseillers ne sont pas au courant. Ils vendent ça ensemble. Sinon, ce n'est pas possible, puisqu'on ne peut pas vendre les parcelles dans un village ou dans un secteur et plusieurs personnes vont acheter et le conseiller n'est pas au courant. Non. Il faut qu'on soit, qu'on s'assume. Et c'est à cela donc que chacun doit être interpellé et se responsabiliser, parce que la chose prend une dimension de plus en plus inquiétante. On va avoir des problèmes pour même tracer des caniveaux, pour même construire des écoles. De plus en plus dans les villages, lorsque vous avez des équipements, des villages qui n'ont aucun équipement, qui ne sont pas construits, on va promettre une école ou un CG, on dit ah, il n'y a pas de place. Ils sont peut-être à leur premier lotissement ou au deuxième lotissement, on dit qu'il n'y a pas de place. Et vous regardez, le village n'est même pas construit. Donc c'est pour revenir sur la question, je pense certainement que le chef de l'État même l'a évoqué sur le Grand Ouaga en disant il faut déclarer ça, je crois que c'était une avec vous, il faut déclarer la zone du Grand Ouaga d'utilité publique. Bon, il est dit en politique comme ça, mais je veux dire, il saisit l'ampleur du problème. On a un point où les équipements publics vont nous coûter plus cher à cause de la terre qu'on doit acheter pour les mettre en place qu'à cause du coût même de l'équipement. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Il faut manifestement qu'il y ait de l'autorité dans la gestion de la terre publique. Parce que avant, on parle d'atteinte de la propriété des gens, Bado a parlé de dédommagement et de choses, mais en réalité, dédommager qui? La terre appartenait aux collectivités. Et la collectivité prêtait aux usagers, aux étrangers qui venaient. Aujourd'hui, dès lors qu'on a dit que les collectivités ont des terres, c'est le propriétaire terrien et sa famille qui ont pris la terre collective pour en faire une propriété familiale et ils vendent, ils se font de l'argent sans que le village ne soit impliqué. Et quand on emmène un équipement pour le village, c'est eux qui disent qu'il n'y a plus de place. Donc il faut revoir la question forcément pour que un texte est fait pour l'évaluer à l'usage. Donc, merci. Merci à vous. C'est en cela que l'interpellation de Jean Kaboré sur la nécessité de revoir la réforme agraire et foncière est importante. Et comme il l'a dit, c'est une interpellation parce qu'on risque de connaître des problèmes que nos démenciers n'ont pas connus. Et ça pourrait suivre si on n'ouvre pas le bon. On va peut-être aller à une dernière liste. Oui, M. Bahiré, vous avez souhaité réagir parce que vous êtes interpellé sur certains aspects. Allez-y. Merci, M. Je voudrais dire à M. le ministre, M. Sanou, que la mairie est suffisamment bas. Oui. Mais ce qu'il faut reconnaître, M. Kala l'a si bien dit, les politiques publiques d'État, de collectivité, se doivent être respectées. Au jour d'aujourd'hui, je fais cas des agréments pour les promoteurs immobiliers. On est passé de 42 agréments dans les années 2014 à 250 agréments environ. C'est une situation très difficile. Le rapport d'enquête sur la promotion immobilière a démontré que Ouagadougou aujourd'hui, qui fait 52 000 hectares, c'est environ ce qui est occupé par l'ensemble des promoteurs immobiliers en moins de 10 ans.
Ouagadougou qui se construit aujourd'hui, Ouagadougou urbain qui se construit sur 80 ans environ, c'est en 10 ans qu'on arrive à mobiliser cette superficie pour faire la production urbaine. Et ça se fait sous les yeux des autorités d'État qui donnent ces agréments. Ce n'est pas le maire qui donne les agréments pour projet immobilier. Le maire avait sa façon traditionnelle, je peux le dire, de faire son lotissement avec son conseil municipal en recensant sa population. Même si elle était imparfaite, elle permettait aux populations d'avoir des terrains. Aujourd'hui, ces populations n'ont plus de parcelles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, mais moi j'ai échangé avec dans un village du Grand Ouaga. Mais vous venez pour lotir, avant que vous venez, sur 1 hectare, vous donnez à la famille peut-être 5 parcelles, voilà, et la famille se débrouille. Mais, de 1, vous dites que vous ne venez plus. De 2, le besoin est là. Les gens viennent nous réclamer des hectares. Nous allons vendre ces hectares-là à 1 million, 1 million, 2 millions. On va bouffer et c'est fini. On va repartir, on va venir vous braquer à Ouaga. Mais si nous parcelons ces parcelles-là, on les morcelle, on vend ça à 1 million 500, 2 millions, on gagne plus et on peut aller se réinstaller ailleurs. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous sommes, l'administration, au lieu d'être dans la planification, l'administration est dans le rattrapage. On ne fait que rattraper avec des gens qui n'ont même pas le minimum d'instruction et c'est eux qui nous permettent, c'est vers eux nous suivre. Nous courons derrière eux. Ils développent des initiatives, on n'est pas en mesure d'anticiper. L'anticipation, c'est une force de l'administration. On ne peut pas dire qu'on n'a pas pu venir le problème. Parce que quand on faisait la loi sur la réforme agraire avec le FCA, l'idée était de travailler à la valorisation foncière pour développer le milieu rural. Pour permettre aux populations de dire oui, moi j'ai 10 hectares, je peux prendre et l'exter, aller en banque, prendre un prêt pour venir investir, améliorer ma ferme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout se transforme en parcelles. On fait que de la production de logements, de parcelles, la promotion de la terre, et pas de la promotion du logement. Donc, c'est une bombe. Nous savons tous que nous sommes assis sur une bombe. Mais le niveau d'interpellation, les conseils municipaux ont suffisamment interpellé le gouvernement. Je me rappelle, je suis allé dans un arrondissement où ils se disent, nous on veut le ministre de l'urbanisme, il faut qu'il vienne, parce qu'il y a beaucoup de problèmes ici, pour lesquels nous on n'a pas de solution. On a des gens devant nous qui viennent avec des documents, qui perdent la terre. À un moment donné, c'est ce que j'ai rappelé, les conflits de sécurité qu'il y a entre les maires, il y a pas mal de maires qui sont fait molester ici. Parce qu'ils ont osé dire qu'eux, ils ne sont pas d'accord. Le conseil municipal de Bobo-Dioulasso a été bloqué pour des questions foncières. Et vous saviez, l'homme reste homme, même s'il est maire, il vient d'une population qu'il a élue. Et il y a ces ajustements politiques aussi qui sont des cadenas contre certains hommes politiques. Qu'il faut qu'ils ne peuvent pas se positionner contre leurs frères qui les ont élus maires. Aujourd'hui, tu es maire, tu ne veux plus nous permettre et tu permets à ces gens de venir nous exproprier. Monsieur le ministre a fait cas de la problématique foncière à Ouagadougou. Aujourd'hui, nous sommes en train de dimensionner des projets pour lesquels, si nous voulons les réaliser, on va payer 4 fois le coût de l'équipement. 4 fois, 5 fois le coût de l'équipement. Parce que nous avons des bailleurs comme la Banque mondiale, Maxime Sawargo l'a dit, qui sont exigeants. Si vous l'avez mis là-bas, si les commerçants ont la dame qui vend ces pays-là, c'est une activité économique pour elle. C'est parce que vous l'avez mis là-bas qu'elle le fait. Quelle est l'autorisation ou pas? Elle est là-bas. C'est une économie déjà garantie pour une personne. Si aujourd'hui, à travers le projet que la Banque mondiale finance, vous dites, cette dame, madame, veuillez rentrer chez vous, vous voulez qu'elle vive de quoi? Donc ça nous interpelle tous dans le règlement. Parce que le droit là, l'insécurité que nous sommes en train de faire, on va tous le payer cher. Cher dans notre fiscalité. Parce qu'on va se retrouver à un moment donné à payer ce que nous n'avons pas consommé. Au lieu de construire des routes, on va passer notre temps à indemniser des gens pour des routes qui ne seront jamais faites. Aujourd'hui, vous avez vu l'aéroport de Dancé, ça nous a coûté 11 milliards. Il y a pas mal de projets dans la ville de Ouagadougou pour lesquels on va dépenser des milliards pour déloger les populations
qui ont illégalement occupé des espaces publics. Donc, ça nous interpelle tous. Et je crois que je voudrais rappeler l'engagement et la culpabilité de la mairie. Je ne débite pas, mais c'est d'appeler davantage à beaucoup plus de transparence de la gestion foncière. Aujourd'hui, vous voyez, je prends l'exemple de la commune de Ouagadougou. Tous les problèmes fonciers sont gérés à la mairie centrale. Mais le maire de Ouagadougou n'a pas sa signature de compte pas sur le acte foncier. C'est le maire d'arrondissement. Ça, c'est un problème déjà qu'il faut régler. Au niveau des maires d'arrondissement, monsieur le ministre l'a dit, moi je suis allé à Komisilega. Le maire de Komisilega avait du mal à faire une école dans un village. Parce que toutes les populations, les ménages ont fait ce qu'on appelle la PFR, l'attestation de position foncière rurale. Donc qui va céder le bout de son terrain pour qu'on construise une école? Personne. Donc il faut que la mairie revienne, négocie pour dire, mais in fine, je suis convaincu que même si aujourd'hui ils arrivent à passer, outre pour arriver à satisfaire dans 5-10 ans, si la loi reste telle, la mairie sera obligée de payer le terrain pour construire ces écoles. Parce que nous, au niveau de la ville de Ouagadougou, d'ici là, on va rentrer dans ce chemin. On va rentrer dans ce chemin. Donc, et j'aborde aussi dans le même sens que M. Pala veut dire, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de préoccupations qui ont été faites parce qu'il y a une problématique d'expertise. On a pensé la ville à 5 ans. Mais non, ne pensons pas la ville à 5 ans. Ceux qui ont pensé la ville dans les années 60, en dimensionnant cette voie qui était suffisamment grande, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas des attitudes économiques, ils n'avaient pas de problème économique, mais ils ont pensé au devenir. Il faut qu'on se remette dans cette façon de penser. Nous avions fait un atelier d'urbanisme l'année dernière, c'est une première à Ouagadougou, qui a projeté la ville de Ouagadougou en 2050. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 3 millions d'habitants, on attend le problème. En 2045, les statistiques nous donnent 12 millions d'habitants sur Ouagadougou. Comment on va faire? Ce n'est pas en 2040 qu'on va se poser les questions de 2045. Il faut les poser maintenant pour résoudre le problème d'eau. Sinon, c'est des questions d'insécurité. Qui connaît Ouagadougou sait que dans les années 90 et autres, on avait des véritables problèmes d'eau, pour boire de l'eau. Et des ménages se battaient à la pompe parce que pour aligner soit leur baril, soit leur bilan. C'est de l'insécurité aussi qui fait. Donc, le rattrapage dans lequel on s'est mis, il faut qu'on ait un rôle à côté, on arrête là et on commence à faire de la planification. Nous, au niveau de la ville de Ouagadougou, on s'est engagé avec l'ensemble des communes qui nous entourent, qu'on appelle le Grand Ouaga, pour infléchir la dynamique intercommunale. Parce que des problématiques que Ouagadougou ne peut pas résoudre à elle seule, actuellement. Il faut que nous puissions travailler avec Saba, travailler avec Komisilega. Et la semaine prochaine, nous allons faire l'âge consultatif qui va mettre en place cette instance. Et nous avons comme ambition de réaliser le prochain chemin directeur d'aménagement du Grand Ouaga, qu'au lieu que ça vienne forcément de l'État, que ça parte de la base. Pour que déjà les mairies là puissent s'en approprier, dire voici notre vision, et se faire accompagner par l'État. Parce qu'on a vu l'aspect top-down qui vient de l'État, on l'a fait, mais ça ne marche pas. L'intérêt qui était disponible pour faire de l'agro-business aujourd'hui, c'est les cités. Je prends l'exemple de Bassenco, le contournement. On est rentré dans la cité pour un projet qui était prévu un peu avant le contournement. Vous pouvez? Donc aujourd'hui, ce rattrapage-là, il faut qu'on l'arrête et que l'on rentre dans une planification durable de notre territoire. Merci. Merci à vous, Monsieur Baillet. Ça fait 2 heures de temps que nous sommes en train de changer et j'apprécie la franchise des discussions, surtout l'engagement de M. Baillet à un niveau de responsabilité. Il aurait pu avoir certaines réserves d'aller au fond des questions, mais on voit qu'il arrive à pouvoir nous édifier pleinement en nous disant un certain nombre de choses. Merci aussi aux autres panélistes pour leur interpellation. On est à 2 heures de discussion. S'il y a d'autres préoccupations majeures
On pourrait certainement revenir là-dessus, juste en une liste. Ou sinon, au cas échéant, oui, M. Guimard, ensuite M. Sawadogo. Je suis content de la qualité du débat. Donc moi, je voudrais insister sur le fait qu'il faille à la fois conjuguer le niveau macro des politiques publiques avec le niveau micro de la proximité dont vous avez parlé. Je ne crois pas qu'on puisse régler les problèmes seulement au niveau macro ou seulement au niveau micro. Et au niveau micro, le problème qui se pose, à mon avis, c'est l'échelle. Je pense que vous avez parlé des conseillers, des secteurs, des villages. Je me demande si c'est vraiment la bonne échelle. Quelle est la bonne échelle de voisinage où on peut trouver des règles consensuelles pour gérer nos problèmes d'ordure, pour gérer nos problèmes de nuisance, etc. Je ne suis pas sûr que le secteur tel qu'il est découpé actuellement soit un niveau efficace pour mener des débats de proximité, de voisinage et autres. Donc la question d'échelle reste posée. Au niveau macro, des politiques publiques, là je voulais insister sur le fait que les politiques sont trop sectorielles. Trop sectorielles. Même le foncier, la RAP va être écrite avec des experts fonciers sans associer les urbanistes, sans associer les autres. Et on ne peut pas régler les problèmes de façon sectorielle. Il y a la nécessité réellement, et bon, l'urbanisme a la chance d'être un secteur transversal, l'environnement, la sécurité. Je pense que c'est avec des questions comme ça, transversales, qu'on peut vraiment dialoguer et régler les problèmes, sans oublier bien sûr la communauté, voilà, les communautés pour faire remonter les solutions. Même tous les problèmes qu'on pose, je pense qu'en questionnant au niveau communautaire, on peut également remonter des solutions. Au lieu de copier des politiques européennes, occidentales, Banque mondiale, qui vont venir avec des choses qui ne sont pas adaptées et qui auront du mal à être appliquées. Et puis, parlant des professionnels que nous sommes, on a un défaut de communication. Je pense que ça a été relevé ici. Nous faisons des plans, des schémas directeurs, vous en avez parlé, qui ne sont pas compris, qui ne sont pas accessibles. Je suis d'accord avec vous, le schéma du Grand Ouaga n'est pas connu. Même nous-mêmes, les professionnels, nous ne disposons pas de ce schéma dans les détails. C'est un peu dommage et je comprends mal comment les populations, les maires et autres peuvent l'appliquer. Donc il y a la nécessité de simplifier ces schémas, de les rendre dans un langage simple. Vous avez parlé de cartographie qui serait accessible avec nos smartphones, des adressages. Je pense qu'il faut aller vers ça. Que là où on est, on puisse être géolocalisé avec son smartphone, qu'on puisse rendre les choses accessibles et simples, et puis traduites dans toutes les langues, que tout le monde se retrouve. Je pense que sinon, si on reste dans des schémas classiques, encore à l'occidental, avec des documents trop sophistiqués, on aura du mal à rendre ça accessible et simple. Et je voudrais finir avec le point, j'ai entendu parler beaucoup de non-lotis. Je suis content aujourd'hui, enfin, qu'on n'incrimine pas seulement les habitants des non-lotis comme ceux justement qui créent le désordre urbain. Je pense que la problématique, on l'a compris aujourd'hui, elle est vraiment au niveau de ceux qui accaparent des centaines d'hectares. Ce n'est pas celui qui accapare 50 ou 60 mètres carrés parce qu'il veut un logement. Parce que le problème de sécurité, c'est parce qu'il n'y a pas assez de logements pour tout le monde. Et dans le non-loti, on a 30% de la population de Ouaga, vous l'avez dit, qui occupe 25% du territoire. Donc c'est déjà un exemple de densité. C'est de ça qu'on veut. On veut cette densité, on veut améliorer l'existant. Et il faudrait que les politiques aillent vers construire la ville sur la ville. Pour moi, la priorité devrait de régulariser la situation de ces habitants qui ont déjà fait un effort, qui habitent et qui ont besoin qu'on améliore l'accès à leurs services, aux services publics, aux équipements, à tout ce qu'il faut pour être en sécurité dans la ville. Et non continuer à développer des centaines d'hectares pour prendre des terres des agriculteurs et autres pour faire vraiment que de la spéculation. Et ça nous mène, comme vous le dites, à une bombe, à retardement. C'est que le retardement là commence à être proche et on a peur que l'explosion se fasse. Donc je compte vraiment sur l'intelligence collective des populations d'abord par le bas pour influer vraiment les politiques publiques qui doivent être prises de manière concertée avec tous les acteurs. Merci. Monsieur Sawadogo, merci. Monsieur le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles il pourrait nous apporter beaucoup de réponses, mais voilà, c'est toujours une instance suspens. J'espère qu'ils seront là pour les prochains débats.
Ensuite, je voulais venir également sur un point, c'est que les populations actuellement, ils ont compris qu'ils peuvent plus gagner qu'en vendant les terrains pour immobilier. Donc maintenant, c'est eux qui passaient des fois appel à des topographes et ils font un découpage. Ce n'est plus un découpage un peu désorganisé comme ça à la hâte, mais c'est un découpage vraiment organisé par l'intermédiaire du géomètre topographe et ils vendent des terrains de 150 mètres carrés. Ça se fait. Et c'est ça qui est actuellement dans la dynamique. Il y a ça. Et je voulais aussi souligner un aspect très très important, c'est la responsabilité collective. Parce qu'actuellement, cette question de sécurité urbaine, surtout les secteurs urbains de la question foncière, la responsabilité est partagée. Partagée pourquoi? Parce que quand on prend les institutionnels, les acteurs institutionnels centralisés, ceux qui donnent les autorisations, ils ont une responsabilité. Les acteurs institutionnels décentralisés, qui prennent les délibérations au niveau du conseil municipal pour céder les terrains à des promoteurs, ils sont également responsables. Lorsqu'on prend les bailleurs, ils sont également responsables pour avoir introduit de mauvaises pratiques qui ont conduit à des situations aujourd'hui que nous connaissons. Les opérateurs, c'est nous. Les architectes, les urbanistes, c'est tout. Quand un promoteur vient, qu'il ait l'agrément ou pas, il suffit juste qu'il envoie le fichier DWG et puis le lotissement est fait. On ne se demande pas est-ce qu'il y a les autorisations ou pas. Le projet immobilier, l'architecte le fait. L'ingénieur, il intervient pour construire et tout. Donc, on le fait sans se poser la question. Nous aussi, on a une responsabilité dans le processus. Les populations ont également une responsabilité parce que c'est eux qui vendent le terrain. Ils vendent le terrain et après, c'est eux encore qui disent l'État n'arrive pas à satisfaire les besoins en termes de parcelles et tout et ils partent payer. Donc, c'est une responsabilité partagée et c'est pour ça que la coproduction de la solution doit être également une coproduction collective. Et pour ça, à mon avis, il faudrait peut-être qu'on ait une conférence nationale ou des concertations nationales spécifiquement sur ces questions-là. Et je viendrai également sur deux derniers points. L'avant-dernier point, c'est la question de l'information. La question de l'information, pour moi, c'est un levier de sécurité énorme. Je prendrai un exemple. Entre-temps, au niveau de la mairie, on a demandé de faire des études, en fait, des études prospectives par rapport à l'aménagement, l'aménagement et la réhabilitation donc, de la maison du peuple. Il y a des images qui ont figé et rapidement, c'est rentré dans la presse et les gens ont compris qu'on veut faire des parkings à hauteur de 11 milliards. Vous imaginez, juste à travers l'information, la frustration et la confrontation que ça peut amener. Donc les médias ont vraiment beaucoup une part de responsabilité à ce niveau. Information au niveau aussi des documents de planification. Je prendrai par exemple le poste. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de poste adopté. C'est la base réglementaire de l'occupation des espaces dans un milieu urbain. Normalement, quand vous achetez votre parcelle que vous voulez construire, dans les documents que vous devez fournir, les autorisations que vous devez avoir la conformité par rapport aux règles d'urbanisme. Est-ce que là où vous êtes pour construire un R+1, un R+2, quel est l'emprise de sol que votre bâtiment doit avoir, quel va être l'aspect de vos façades, quelle va être la proportion minimale d'espace que vous devez végétaliser, tout ça doit être conforme. Et on va le vérifier dans les documents d'urbanisme réglementaires, notamment le plan d'occupation des sols. Jusqu'à présent, on n'en a pas. Nous sommes dans la dynamique. Actuellement, nous vous parlons, le cabinet qui charge son élaboration dans les arrondissements afin de présenter ce document-là en vue de son adoption. Mais imaginez, depuis que nous sommes indépendants, jusqu'à présent, nous ne l'avons pas encore. Donc, toutes les constructions qui sont faites d'après cette filière de conformité par rapport aux questions d'urbanisme. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas précis? Et enfin, je terminerai par le principe, en fait, que nous avons adopté actuellement, que nous sommes en train d'adopter et qui a été impulsé par M. Bayeri, c'est de ne plus contraindre la satisfaction, la fourniture des services humains par les questions d'aménagement. Dans les zones non loties actuellement, lorsque nous avons travaillé récemment sur les réseaux de transport humain, transport collectif, on a fait de sorte que les lignes desservent les non lotis. Ce n'est pas parce que c'est un non loti qu'on doit le mettre à l'écart de certains services. Vous savez que lorsque la population arrive, pas de façon informelle, à se satisfaire, à accéder à des services essentiels, ils ne reconnaissent plus non, ils ne reconnaissent pas l'autorité de l'État et ne reconnaissent pas l'importance de l'autorité de l'État puisque vous l'avez bien fait pour eux. Donc le fait de fournir ces services-là, c'est une façon d'accéder à des zones, de montrer un peu qu'ils font partie intégrante de la ville. Je terminerai en disant que dans cette attitude que nous devons avoir, elle se divise pour moi en 3 points. Comprendre la situation dans le fond. Agir parce qu'il faut prendre des mesures urgentes et enfin planifier dans le sens de coordination de tous les acteurs pour
élaborer donc des solutions, des documents prospectifs qui puissent nous permettre de réfléchir et de voir comment nous pouvons faire les choses, voilà, à l'avenir. Et je pense qu'en ce sens, un schéma directeur, par exemple, spécifiquement sur la question de la sécurité urbaine, nous serait pas mal. Parce que je pense que là où nous en sommes, ce serait bien un document d'urbanisme qui pourrait venir et donner beaucoup de solutions à beaucoup de points dans les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Merci. Merci à vous, monsieur. Des zones périurbaines. Mais aussi, on a un problème aussi en intra. Parce que, quand on regarde la plupart des équipements qui ont été planifiés pour le long terme, faute de réalisation maintenant, on se rend compte que c'est occupé par des mosquées, par enfin, un peu de tout. Il y a une forme, en fait, d'occupation illégale aussi, qui sont en réalité des postes d'insécurité, en fait, qu'il faut régler également pour pouvoir vraiment nous conduire vers cette culture-là. Donc j'invite en fait à prendre en compte en fait, cet aspect-là, voilà, dans la réflexion justement de la blessure. Je voudrais aussi encore souligner en fait un aspect lié en fait à l'acceptation d'un certain nombre de choses dans nos pays. C'est vrai, on est sous la tutelle pratiquement des grands financiers mondiaux, notamment la Banque mondiale. Je pense que le ministre en a parlé quand on a mené le MCA. Bien sûr, il y a eu des réalisations que tout le monde applaudit, mais à l'intérieur, on a aussi introduit insidieusement des choses qui ne sont pas forcément à notre honneur. On parle actuellement de la RAF, c'est à partir de là que tout est venu, parce que ça a été une des conditions. Et on parle tantôt de la question justement de dédommagement, je pense que M. Baïk en a parlé, dédommagement justement pour des investissements publics. Il y a cette politique, cette loi OP 4.12 de la Banque mondiale qui impose systématiquement, effectivement, un dédommagement de toute personne qui est là, peu importe. J'ai été confronté à une situation où, au départ, je n'avais pas compris. J'étais tout simplement, en fait, vraiment à côté de la plaque. On a fait un aménagement dans une zone rurale, un lotissement en bonne et due forme. Toutes les personnes qui occupaient l'espace non loti ont été attributaires de parcelles. Au cours des 5 années qui ont suivi, ceux qui devaient se déplacer l'ont fait occuper leur parcelle. Dans une zone de marché où je devais réaliser un projet de marché, il fallait d'abord faire l'état des lieux des occupants. Normalement, ceux qui sont à l'intérieur de cette zone ont une parcelle, ils l'ont vendue et ils sont restés sur la parcelle. Et on m'impose de prendre en compte ces personnes qui n'ont pas du tout obéi en fait, à l'autorité publique comme personne en fait affectée par le projet et qui doit être dédommagée pour l'investissement qu'il a. J'ai trouvé que c'est une injustice véritablement. Quelle interprétation aura celui qui est parti par rapport à cette situation? Si demain il y a un aménagement pareil, mais je reste, j'attends. Puisque les gars expliquent que non, hein, c'est parce qu'il y a le projet actuellement qu'on est obligé de les déloger. Et donc, de ce fait, il faut absolument qu'on les prenne en compte comme personnes affectées par le projet. Il faut les dédommager. Ils ont pris des millions pour ça. On a payé des millions qui auraient pu servir à construire ou à mieux construire le marché pour dédommager un incivique. En acceptant le produit peut-être de la Banque mondiale, on oublie aussi de dire qu'on a aussi nos valeurs à nous, qu'on doit prendre en compte absolument. Sinon, on peut toujours tout accepter. J'allais terminer juste par, c'est pas peut-être le moment, mais comme on demandait s'il y avait d'autres panels pour pouvoir approfondir, je vais rassurer aussi qu'il y a d'autres panels techniques où le directeur de l'urbanisme devrait être là demain, normalement, pour une question justement de gouvernance urbaine et aménagement urbain, donc en lien avec la sécurité. Donc il y aura aussi là la mairie qui sera présente. Donc je voudrais rassurer qu'il y a d'autres panels qui vont se poursuivre. Et tout de suite même après, il y aura encore un autre panel qui va traiter en fait de la place du constructeur dans la sécurité urbaine, où normalement on devrait avoir le directeur de l'architecture, la brigade nationale des sapeurs-pompiers, et il y a également pour demain la police nationale qui sera présente également pour le panel de demain. Donc c'est pas fini, la série continue et nous espérons compter encore sur tous ceux qui sont là et ceux qui peuvent encore venir justement pour nourrir la réflexion. Merci. Merci à vous, monsieur. Je salue la motivation des différents acteurs. Je salue la planification et les stratégies des panélistes selon la responsabilité de tout un chacun.
sur la sécurité urbaine. Nous avons appris avec les panélistes que l'organisation de l'espace, à savoir la définition de l'emprise de voies, l'essentiel est fait, mais c'est l'exploitation qui n'est pas totalement ça. Nous sommes très satisfaits sur ce point, car tout est basé sur les normes, c'est très pertinent sur ce point. Mais je voulais vraiment qu'on réfléchisse aussi davantage sur certaines normes, et à savoir des dimensions, parce que la population se plaint souvent. Parce que la population, d'une part, aussi se plaint souvent sur l'emprise des voies. Bon, ça c'est une remarque que la population fait le plus souvent. Donc je voulais qu'on réfléchisse sur certaines normes, on revienne sur des normes pour un peu satisfaire le problème que la population pose. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Bamoko. On termine par M. Valéa. Alors, ce sont les enjeux qui découlent d'un tel débat qui motive en fait mon intervention. Alors, j'ai capté de ce débat qu'il y a beaucoup d'enjeux pour notre sécurité et beaucoup d'enjeux aussi pour le futur de notre pays, pour notre avenir. Alors, il y a un tas de problèmes qui ont été relevés par les différents panélistes et l'explication de ces problèmes se trouve forcément dans un certain nombre de choses, soit l'inexistence des règles, des normes, soit l'existence des règles qui ne sont pas respectées, soit l'ignorance, soit aussi le manque de mécanismes pour pouvoir faire appliquer les règles au cas où elles existeraient. Alors, l'enjeu, c'est que faire après, pour moi, c'est que faire après de tels débats pour que les populations, pour que toutes les composantes de notre population puissent adhérer à cette promotion, la promotion, j'allais dire, de la sécurité, et à rendre réelle, effectivement, cette sécurité-là dans nos villes, de faire de sorte que nos villes soient vraiment des villes sécurisées. Alors, il y a un concept qui a été bien présenté, c'est la notion du partenariat. Alors, c'est cette notion du partenariat. Quel partenariat finalement, après, j'allais dire, ces échanges qui se font dans ces bâtiments, dans le cadre de cette semaine-là, quel partenariat nouer avec les populations, avec toutes les composantes? Parce que si cela n'est pas fait, et si tout le monde n'adhère pas, mais on va se retrouver toujours à faire une construction de singe. Justement, on est en train de construire, chercher à construire. On va se retrouver dans une construction de singe. Parce que c'est ce qui a été toujours fait, en fait, j'allais dire, dans l'histoire de notre pays. On construit, certains construisent, d'autres viennent, ils détruisent. Alors, pour terminer, je dirais que c'est de prendre des mesures, pour pouvoir nouer véritablement ce partenariat-là avec les différentes composantes. Pour ceux qui sont ignorants, il faut simplement les instruire, il faut simplement les renseigner, il faut simplement les sensibiliser. Et cette sensibilisation ne peut se faire qu'avec un certain nombre de partenaires qui sont les médias, aujourd'hui, qui ont une influence sur les populations et qui délivrent des messages qui sont impactants, qu'ils soient bons ou pas bons. Il faut le faire forcément aussi avec les établissements. Et la typologie des gens ou des personnes qui empêchent justement d'aller vers la sécurité, là, il y a ceux qui font exprès, c'est-à-dire qui sont bien conscients du jeu, qui connaissent les lois, qui parfois même les font connaître, qui les cient, qui ne les respectent pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les amener à respecter ces lois-là? Je pense que la réponse à toutes ces questions que nous sommes en train de nous poser, se trouve en cela. Alors s'il faut sanctionner, il faut sanctionner parce que la sanction aussi c'est un mécanisme
pour faire évoluer les sociétés. Et il faut aussi, je crois que ça c'est une notion qui a été déjà prise en compte, la participation citoyenne. Et cette participation citoyenne, il ne faudrait pas seulement qu'elle se limite au rôle de veille des acteurs de la société civile, mais il faut qu'elle soit accentuée aussi sur la responsabilité des autorités et notamment des élus. Alors il faut qu'il y ait, j'allais dire, cette notion de redevabilité citoyenne, sociale, là, qui soit prise véritablement en compte par les autorités et que toutes ces autorités-là soient soumises à cet exercice-là, et ce qui permettra aux deux actions de se rejoindre, l'action des acteurs qui font la veille et l'action des autorités justement qui sont au service de ces collectivités et des citoyens de se rejoindre. Et c'est vraiment en nouant un tel partenariat qu'on peut vraiment arriver à faire de la sécurité une réalité dans nos pays. Merci à vous, M. Roger Valéa, pour vos contributions, votre interpellation. C'est d'abord la responsabilité même de nos responsabilités politiques. Quand on prend l'exemple des questions de financement, qui aujourd'hui, parfois on prend des financements comme si, sans tenir compte de nous-mêmes, comme si on est prostitué. On ne doit pas accepter tout. On doit avoir des financements, mais en bonne dignité. Je prends l'exemple des questions de la Banque mondiale dont on a parlé. Et ça, c'est sur tous les secteurs. Même, par exemple, quand vous prenez les règlements des marchés publics, moi j'ai fait partie de l'obligé de régulation des marchés publics, il y a des choses que les bailleurs de fonds viennent nous imposer de faire, et quand on le fait, eux-mêmes ils ne respectent pas ça, ils reviennent en arrière pour dire que ce n'est pas la bonne formule, alors que c'est eux qui ont conseillé ça. Là, on a vu beaucoup de cas comme ça. Et le deuxième problème, le deuxième élément que je voudrais attirer l'attention, c'est que nous avons certainement une réglementation qui est imparfaite, mais de grâce, on tente au moins de respecter ce qu'on a sur place. Je vous donne un exemple, je ne sais pas ce qu'on construit à Ouagadougou, parce que vous donnez une obligation de construire un maître d'ouvrage, il n'y a pas de certificat de conformité. On a pris des exemples où même des particuliers ont demandé à ce qu'on leur délivre des certificats de conformité. On n'a jamais délivré. J'ai poursuivi ça fatigué, il n'y en a pas. Maintenant, je ne sais plus pourquoi. Et j'ai compris que la population veillait sur ce terrain-là. Et quand on a expliqué notre projet, et c'est pour arranger la population, ils ont compris, ils ont adhéré, c'est eux-mêmes qui sont devenus les gardiens du terrain, même du matériel. Mais au départ, ils nous ont dit, mais si on était venu avec des conseillers ici, nous-mêmes on se les frappait. Bon, c'est pour dire aussi que quelque part, si on doit donner l'exemple, si on doit diriger, il faut donner l'exemple. Sinon, c'est ça l'insérisme. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Voilà. Oui, non, le sociologue a posé une question sur l'éthical partenariat. Je veux juste. Voilà, c'est là. Vous voyez, la construction de partenariats sûrs. C'est extrêmement important que dans un cadre de vie, en matière de démarches de police de proximité, on doit se poser différentes questions. Et nous, au niveau de l'administration déjà, au niveau des forces de sécurité, on travaille, et ça c'est une partie que nous utilisons pour former les policiers, pour leur dire dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quel cimetière, de pouvoir, lorsque vous sortez avec la police secours qui tourne le vie, voici les questions qui les concernent. Qui est partenaire sûr dans ce cible? C'est qui? Vous avez, il y a les populations, mais il y a forcément, il y a une boutique, peut-être qui est là, il y a peut-être je ne sais pas, une administration, ou encore, ça peut être un bureau d'architecte qui est construit, c'est des partenaires sûrs. Il faut les identifier, il faut aller avoir un contact avec ces gens.
comment motiver et encourager les initiatives de sécurité. Les initiatives de sécurité, lorsque vous observez un quartier, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes, qui nuisent à la paix sociale. Donc il faut motiver ceux qui y vivent à prendre des dispositions, à s'organiser pour développer des initiatives. Que ce soit des initiatives collectives ou individuelles, il faut que les gens prennent des initiatives pour déblayer la voie, pour faire en sorte que les gens puissent circuler, parce que c'est vos enfants qui seront cognés devant la porte si vous laissez les gens continuer à évacuer leurs aussi la voie publique et restreindre l'espace de circulation des motos dans les cibles. C'est vos enfants qui sont dans ce objectif. Donc il faut les motiver, il faut leur montrer l'intérêt qu'ils ont. Après, comment organiser et repartir les tâches, c'est fondamental. Repartir les tâches entre qui? Entre les forces de sécurité. Nous, on a un rôle qui est l'État défini et c'est obligatoire. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel, on n'arrive pas à aller, mais on a l'obligation. Et ça, les forces de sécurité parfois ne comprennent pas. Et nous, c'est vraiment un problème dans les écoles de formation, police, gendarmerie, douane, forestier. On enseigne ça. Vous avez l'obligation dans votre métier d'attribuer des tâches à des populations qui veulent les exercer. Il y a des tâches qu'on peut donner, il y a des tâches qu'on ne peut pas donner. Mais vous ne pouvez pas centrer les tâches sur vous. Le policier ne peut pas tout faire. Il s'intéresse à tout, mais il ne peut pas tout résoudre. C'est les autres qui vont résoudre. Il doit s'intéresser, il doit s'occuper, il ne peut pas résoudre tout. Donc, on va travailler là-dessus. Comment les soutenir, ces initiatives informelles? La grande question va revenir à l'État. Les gens se déploient tous les jours, laissent leur temps de travail pour faire des choses, et c'est dessus. Comment on fait? Comment on fait? C'est une question difficile, devant laquelle parfois on est confronté. La preuve, c'est que les Congolais, les Dozo disent c'est devenu plus ou moins comme un métier. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au demeurant, il y a des endroits où ils sont en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Je ne dis pas deuxième ligne, je dis première ligne. C'est eux qui font au contact physique. Qu'est-ce que vous faites? C'est une grande question. Mais c'est de la. Ils préservent la société, ils préservent les populations. Je sais que peut-être, et je termine, comment prévenir les abus. Parce que quand vous organisez des jeunes dans un quartier, naturellement, il y a une parcelle de pouvoir public que vous leur donnez, et il y en a qui vont se sentir bien dans cet espace pour commencer à l'abuser. Il faut veiller là-dessus. Voici comment, pour nous, à la police de proximité, la démarche de construction d'un partenariat, partout, ça peut être dans une ville, ça peut être, mais c'est comme ça. Nous essayons de répondre à ces différentes questions pour mettre en place nos unités de veille. Mais quand on dit veille, il ne s'agit pas seulement de regarder, il y a l'agissement qui fait partie. Et ça, c'est le partage des tâches. En tout cas, je remercie vraiment cette initiative. C'était un réel plaisir pour nous de venir partager ce que nous pensons et parce que nous considérons que tout le monde a son rôle pour amener la sécurité au Burkina, pour faire la sécurité, qu'elle soit urbaine ou nationale. Et la loi autorise à tous ceux qui travaillent dans l'administration, dans le privé, chaque individu, à intervenir dans la sécurité. Et je trouve que c'est une initiative particulièrement à soutenir. Et chaque fois, on reste disponible pour vous venir aider à voir comment est-ce qu'on peut davantage construire un Burkina en sécurité. Merci en tout cas. Merci à vous, mon commissaire. On termine par vous, M. Baïré. Merci à l'ordre des architectes pour cette tribune, belle tribune, pour nous offrir. Et comme l'a dit M. Salom, M. le ministre, il faut capitaliser, il faut qu'on puisse véritablement construire sur ce qu'on se dit. Il ne faut pas que ce soit un espace d'échange entre acteurs et un restaurant. Moi, je me réjouis parce que quand j'étais là la dernière fois, j'ai fait un appel. Voilà, j'ai fait un appel aux urbanistes, aux architectes en disant la mairie en a besoin. Elle a besoin de cadres pour véritablement impulser une vraie dynamique. Maxime Sawadou, ici présent, qui a pris la parole, est un nouveau recrue de la mairie, voilà, qui aujourd'hui, avec ses collègues urbanistes, gestionnaires urbains, ils font une certaine fierté. Et j'en suis sûr que dans
lors des prochains panels, c'est eux qui seront là pour parler de la mairie. Voilà. Parce que la mairie a été étiquetée comme un organe politique. Voilà. Pourtant, il y a beaucoup de récriminations, il y a beaucoup de critiques à l'endroit de la mairie. J'ai un papier qui a été préparé avec mes collaborateurs, mais je ne peux pas venir disserter ici, parce que je sais que les pics vont être à l'endroit de la mairie. Ce n'est pas me mettre dans la défensive, mais il faut que j'ai un argumentaire qui soutienne ce qu'on fait et accepte aussi ce qui n'est pas fait, quitte à m'améliorer. Sinon, à force de se défendre, on finit par casser la tête et on ne montre rien à la fin. Je dirais, alors, susciter davantage les vocations, je n'emploie un terme peut-être religieux, pour le service public. Parce que dans moi, mon diagnostic personnel, dans le métier d'architecte et d'urbaniste, peut-être avec les dévanciers, il y a eu très peu qui sont orientés peut-être dans le service public. Ça fait que les textes qui ont été élaborés ont été faits en votre défaveur. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à être supplanté par d'autres corps de métier. Les ingénieurs, voilà. Même les dessinateurs se considèrent comme des architectes. Par contre, l'architecte, c'est tout un esprit, c'est toute une vision. L'urbaniste, c'est tout un esprit, c'est toute une vision. Aujourd'hui, quand on va dans les grandes métropoles du monde, on est content. Mais c'était pensé par des personnes qui ont une certaine culture territoriale, qui connaissent l'histoire du territoire qu'ils sont en train de planifier, qui l'intègrent, qui le développent, qui le prennent en compte. J'ai souvent fait la critique en disant, mais quand vous faites le plan de lotissement, quelle est la place que vous avez réservée aux mécaniciens? Quelle est la place que vous avez réservée aux garagistes? Quelle est la place que vous réservez aux blanchisseurs? Pourtant, nous tous qui sommes là, nous sommes tous vêtus, blanchis par des gens qui sont dans notre environnement. Quand tu viens parler de voiture le matin, c'est pas qu'un garagiste qui va quitter avec le même fleuve te dépanner. Est-ce qu'on a prévu de la place pour ces gens qui accompagnent nos vies? La relation du lieu de résidence et du lieu de travail, il n'est pas pensé. On parcellise en parcelles. On ne pense pas que les services peuvent se développer. Les zones commerciales deviennent des magasins. Il n'y a aucun lieu de service qui soit pris en compte soit dans les plans de lotissement. Et in fine, on refait un peu la même chose. Mais moi j'estime, et je vois, que avec la nouvelle dynamique que nous avons prise, à travers ce partenariat qui a suscité beaucoup de vocations, j'ai reçu beaucoup de stagiaires de l'EAMO, à travers l'ordre des urbanistes, à travers l'ordre des architectes, qui sont venus faire des stages à la mairie. Il y a beaucoup qui ont postulé à des concours que nous avions engagés, qui ont été recrutés. J'estime que dès que moi je vais les dire, faites-moi un terme de référence pour recruter un cabinet, j'en suis sûr qu'ils ne vont jamais oublier l'urbanisme et l'architecte. Parce que c'est leur métier. Mais si je confie ce métier, ce job à un ingénieur génie civil, mais le chef de mission là, c'est l'ingénieur génie civil. Ça, il va de soi. C'est de sa propre sécurité. Il parle. Donc, il faut davantage, je vois les jeunes en cravate ici, j'espère que c'est des étudiants, susciter. Parce que si vous avez des acteurs de l'administration publique, c'est eux qui vont. Vous allez vous entraider. C'est celui qui est dans l'administration publique là, qui va travailler à ce qu'il y ait suffisamment de commandes dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, pour ceux qui sont dans le privé. Ainsi de suite. Et c'est celui qui est dans le privé aussi, qui va honorer celui qui est dans le public, pour dire, voici ce que nous, urbanistes, nous, architectes, nous réalisons. Mais très souvent, quand on revient de Globet, très souvent, on se précipite pour ouvrir son cabinet. Je dis souvent qu'il y a eu une génération d'or qui ont pu vraiment pour avoir un architecte, vraiment, souvent tu le touches comme l'église parce qu'il n'y en a pas souvent. Mais de plus en plus, l'ordre en compte au moins plus d'une centaine. S'il y a d'autres qui sont dans le public,
ça va susciter davantage des politiques publiques cohérentes qui vont prendre en compte les questions urbaines dans le fond. Maxime Sawako qui est là, si je lui dis fais-moi telle activité, tout ce qu'il a cité, tout ce qu'il a récriminé là, il ne peut pas passer outre. Il va en tenir compte. Parce qu'il va de sa propre fierté. Et je crois que monsieur le ministre l'a si bien dit, si les mesures ne sont pas prises dans le domaine de l'ordre pour accompagner, susciter, interpeller les maires à recruter, souvent ce n'est pas une question de ressources. Moi je ne m'inscris pas là-dedans, ce n'est pas une question de ressources, c'est une question même de volonté. Souvent les maires même ne savent pas. Voilà. Donc il faut aujourd'hui susciter cela aussi. C'est un pan qui va permettre à ce que l'architecture soit réellement prise en compte, mais que les architectes n'utilisent pas les autres administrés, les autres fonctionnaires comme des faire-faire pour les permettre de vivre. Ça ne marchera pas. Il faut que vous soyez à la manette. Il faut que vous soyez à la commande pour véritablement impulser une dynamique nouvelle dans l'ordre. Je vais m'arrêter là et dire au commissaire, votre présentation sur le partenariat répond clairement. Dr Léandre est là, il pourrait témoigner. Quand nous avons fait l'atelier d'urbanisme Ouaga 2050, vivre au quotidien à l'échelle du grand territoire, le principe clé qui a été arrêté à la fin a dit il faut que Ouaga 2050 soit une réalité, il faut un partenariat. Ce partenariat-là, c'est un partenariat public, privé et population. Parce que si ce dernier-là n'est pas là, c'est lui qui élit, c'est à lui on doit, et c'est lui qui juge de la portée des politiques publiques que nous mettons en place. Si on fait des politiques publiques qui ne tiennent pas compte du mécanicien, qui ne tiennent pas compte du garagiste, qui ne tiennent pas compte du petit commerçant, je vous assure, ils vont envahir nos rues. Il faut que nous réfléchissons l'aménagement de nos rues en intégrant des aires de stationnement pour celui qui va stationner sur la chaussée, en intégrant peut-être des zones aussi un peu plus sécures pour ceux qui veulent mener de petites activités, et demander réellement à ceux qui construisent le long, ceux qui sont sur les zones, les routes, voilà, bitumées. Je voulais dire à l'officier, au sergent de police de Bamogo, nous, la commune de Ouagadougou, nous avons réalisé un document qu'on appelle la hiérarchisation de la voie, qui permet de qualifier toutes les voies à Ouagadougou. Il y en a plus de 16 000. Et les voies ne sont pas logées dans la même enceinte. Il y a des voies qui sont des voies collectrices. Il y a des voies qui sont des voies de dessert de quartier, et ainsi de suite. Donc on ne peut pas avoir le même profil de voirie. Mais il faut que dans le profil de voirie et dans les habitats les parcelles qui sont le long de certaines catégories de voies, il faut que nous intégrions le principe d'aménagement qui fait qu'aujourd'hui les populations ont besoin de faire des boutiques. Même à Paris, il y a les boutiques en bas, il y a le commerce, il y a le logement en haut. Ça va venir chez nous aussi. Mais comment anticiper là-dessus? Il faut que nous puissions susciter le propriétaire de la parcelle, le promoteur, de construire en intégrant cette norme, parce que c'est lui qui gagne. Mais qui sécurise, parce que, quand on le veut ou pas, les populations sont dans une logique. Nous allons les réprimer, oui, mais pourquoi réprimer? Pourquoi ne pas l'associer à la réflexion et travailler à le sécuriser? Aujourd'hui, il y a des zones, il y a des gens qui étaient contents, il y a 10 ans, quand la mairie bitumait des voies le long de leur cours. Mais aujourd'hui, ils sont en train de vendre ça. Soit parce qu'ils ont perdu un enfant qui, par la suite d'un accident devant la porte. Parce qu'ils ne peuvent même plus organiser d'événements sociaux dans leur groupe. Parce que tu ne peux pas réaliser quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, tu te retrouves dans un cadenas. Soit tu vends au plus offrant et tu vas te mettre ailleurs. Donc, il faut que nous n'arrivions pas à cela. Il faut que la ville intègre ce principe-là de la progressivité des besoins. Pour que les ménages aujourd'hui, en acquérant un terrain au bord d'une certaine catégorie de voies, se disent voici mes possibilités. Je prends un exemple simple qui me concerne et concerne ma famille.
Mon papa m'expliquait qu'il a eu à acquérir une parcelle avec mon grand-père. Le grand-père a dit que celui qui va venir ici ne va construire des murs. Donc il a besoin d'avoir, c'était l'Oréal qui était là, ils ont besoin d'avoir une bonne capacité d'eau, d'entrée d'eau, qui va permettre. Mais je dis, mais comment lui il a pensé à ça en son temps? Mais c'est parce qu'il s'est dit que son fils et son petit-fils ne peuvent pas vivre de la même façon que lui. C'est pas possible. Donc, il faut que dans notre façon de faire la ville, il faut intégrer des sociologues comme M. Valéa pour y penser. Il faut intégrer d'autres compétences qui ont une certaine progressivité. Parce que l'architecte, c'est vrai, c'est un artiste, mais aussi des limites dans sa façon de voir les choses. Et quand il s'agit de gros ensembles, de grandes zones à aménager, il faut que ces politiques publiques-là, on puisse les faire de manière partagée. Que ce soit des politiques politiques qui tiennent compte de certaines évolutions. Je ne serai pas long. Je crois que Dieu nous permettra d'en discuter longuement. Merci à l'autre, merci à tous les panélistes. Merci à vous, M. Baïlé. Merci à vous, M. Bala. Merci à vous, M. Sanou. Merci pour ce débat sincère et franc. Je pense qu'on est allé au fond des choses et qu'on n'est pas resté dans la superficialité des aspects et certainement que l'assistance est là pour tirer un intérêt. Certains des échanges qui se sont déroulés autour du thème architecture et sécurité urbaine, mieux construire pour des villes sûres. Désormais, on ne verra plus les villes comme juste des villes dortoirs, mais que ce soit des villes qui soient des cadres agréables où on peut y vivre et on peut se sentir à l'aise. Donc, merci à l'ordre également de nous avoir fait confiance en nous associant à cette activité. Et je ne sais pas, M. Caporet, s'il n'y a pas des annonces, on voudrait remercier les uns et les autres d'être venus. Voilà. Donc,